Bienvenue à toutes et à tous. Alors moi je suis Xavier Faure, l'animateur de ces webinaires. Benjamin Thaïs, notre rédacteur, et Guillaume Plouin, notre directeur informatique, m'accompagnent pendant cette conférence. Et nous travaillons pour le portail d'information Améliorons la ville, qui lui-même accompagne d'ailleurs les donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage et entreprises dans les défis de transition, notamment énergie, santé, sécurité, copropriété et bâtiments tertiaires, mais beaucoup d'autres choses aussi. On organise des événements qui s'appellent les grands circuits et notre média d'information s'appelle Améliorons la ville, bien entendu. Alors, pour le télétravail, il y aura un avant et un après Covid-19. Les cultures des entreprises pour le télétravail seront profondément chamboulées par cette époque inédite. L'incertitude demeure quant à la reprise de l'activité pour tous. Tous les jours, on se pose des questions. Entreprises, écoles, collectivités. Les discussions sur cette reprise vont bon train, chacun ayant son avis sur la date de reprise comme la vigueur. Néanmoins, nous devons envisager l'hypothèse d'un déconfinement progressif et donc d'une reprise au fil de l'eau de l'activité. Et pour les plus optimistes, s'il devait y avoir une reprise tambour battant, le retard à rattraper nécessite de se préparer pendant cette pause relative. Alors ainsi, dans tous les cas, scénario optimiste ou pas, pour ceux d'entre vous, il est de notre responsabilité à tous de faire notre part. Là, je cite certains qui connaissent Pierre Rabhi, de faire notre part pour préparer l'après-Covid-19 et donc apprendre à télétravailler en équipe et à utiliser les outils numériques le permettant. Alors, notre démarche, bien sûr, n'a pas pour objectif de favoriser une croissance insoutenable, mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Alors, je tente un rêve quand même, un télétravail en équipe qui ralentit les déplacements, dont les bénéfices pour le CO2 et la qualité de l'air sont évidents, quoique ça a été contrarié ces derniers jours par l'industrie et le chauffage qui tournent à fond. Un télétravail qui initie un nouveau rapport à l'activité professionnelle, favorisant qualité plutôt que quantité, qui développe les valeurs de confiance, d'autonomie, de plaisir aussi au travail, et peut-être une forme de sobriété heureuse dont le confinement nous rappelle les vertus indispensables. Alors, pour revenir au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, nous nous mobilisons pour vous accompagner dans vos enjeux du télétravail en équipe. En effet, nous-mêmes, notre équipe travaille depuis 10 ans avec les outils du cloud. Et en cette période de confinement, nous vous proposons notre retour d'expérience. Cela pour vous permettre de continuer vos activités au mieux. D'ailleurs, certains maintiennent des services aujourd'hui dans les bâtiments qui sont indispensables pour qu'on puisse rester confinés en toute sécurité, avoir l'électricité, la ventilation pour un air sain et bien entendu, on n'oublie pas la fibre optique parce que ces conférences ne pourra pas avoir lieu sans un Internet qui fonctionne parfaitement. Alors, il était de notre responsabilité de vous transmettre notre expérience pour mieux travailler pendant cette période de confinement et également pour préparer l'avenir. Nous faisons notre part. Guillaume Plouin, transmettons, c'est à toi. Alors, je travaille avec Xavier depuis quelques années, effectivement, en télétravail à temps plein, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Par ailleurs, moi, je suis expert du cloud computing, donc c'est un sujet sur lequel on reviendra, puisque c'est des outils qui peuvent faciliter le télétravail. J'ai écrit 2 livres qui sont édités chez Duno sur le cloud computing. Puis, dernier point, je suis enseignant depuis plus de 15 ans, et en particulier, je travaille pour Centrale Supélec, qui est une école d'ingénieurs que vous connaissez peut-être. Donc voilà, pour poser un peu le panorama sur ce que je fais en matière de télétravail. Alors maintenant, je vais vous partager mon écran. Donc on va parler aujourd'hui du télétravail, mais on va insister sur le télétravail en équipe. On va parler un instant rapidement du télétravail individuel, donc des pratiques qui sont déjà connues et visitées en matière de télétravail individuel. Et ensuite, je m'attarderai plus longuement sur les problématiques du télétravail en équipe et aussi avec les clients. Et puis évidemment, je m'arrêterai un petit peu sur les outils qu'on peut utiliser pour faire cela, ce télétravail, donc des différentes familles d'outils pour faire de la visioconférence, comme ce qu'on utilise actuellement. Alors on utilise un outil là qui s'appelle Zoom, je pense que vous avez remarqué. Il y en a d'autres, et donc je vous ferai un petit panorama de ces outils-là. Par la suite, on vous proposera d'autres conférences, d'autres présentations, d'autres webinaires plus précis, par exemple sur les outils de visioconférence ou sur d'autres sujets.
Et ça, on le fera selon le vote que vous ferez à la fin du webinaire, puisqu'on vous proposera de participer à un petit sondage sur les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, il y aura normalement d'autres webinaires qui rentreront plus dans les détails. Aujourd'hui, c'est une phase, on peut dire, de présentation générale. Donc, je vais commencer par aborder donc le télétravail individuel. Et pour ça, je vais démarrer par quelques statistiques. Alors, vous voyez qu'il y a une étude qui a été faite pour l'IFOP qui montre qu'aujourd'hui, on a déjà 5 millions de personnes et plus qui télétravaillent en France. Alors, c'est des choses qu'on démarrait bien avant l'épidémie. Hein. C'est quelque chose qui est un peu rentré dans les mœurs. On a, surtout dans les grandes organisations, des cadres qui travaillent 1 ou 2 jours par semaine. Alors moi, j'ai des retours d'expérience d'amis qui travaillent chez Orange, chez BNP Paribas, chez Total, ou bien dans des services publics comme le ministère des Finances. Donc, c'est des choses qu'on voit déjà pas mal, le fait de télétravailler, par exemple, 1 jour par semaine. On voit aussi dans les statistiques que 92% des gens travaillent de chez eux, parce qu'il existe des endroits qu'on appelle parfois des tiers-lieux, comme des cafés, des halls d'hôtel ou bien des espaces de coworking qui sont dédiés au télétravail. Et ce qu'on voit, c'est que les Français préfèrent télétravailler de chez eux. Bon, ce qui tombe bien, puisque dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on est bien obligé de télétravailler de chez nous, donc c'est une expérience intéressante d'avoir déjà télétravaillé de chez soi. Ensuite, on voit que seulement 7% des gens sont mécontents, donc les gens apprécient ce télétravail à la maison. Souvent, ils le considèrent comme un moment un peu de pause qui leur permet d'éviter des trajets, d'une fatigue inutile, et puis qui leur permet de se concentrer sur une tâche qui nécessite un peu de temps, un peu de concentration. Et de fait, le télétravail qu'on connaît depuis, je dirais, 2-3 ans en France, en particulier dans les grandes entreprises et chez les cadres, ce télétravail, il est souvent en solitaire. C'est-à-dire que souvent, je vais choisir, pendant mon jour de télétravail, de rédiger un gros document qui me demande de la concentration. Voilà, de travailler sur un travail de fond qui va être pas tellement un travail en équipe. Donc aujourd'hui, ce télétravail, donc je l'appelle un peu un télétravail solitaire. Alors je vais quand même m'arrêter sur d'autres éléments de ce télétravail tel qu'il existe aujourd'hui. Alors il y a plusieurs points qui sont assez importants, hein, avoir une pièce spécifique, faire des pauses café, peut-être sortir pour les pauses pour ne pas avoir l'impression d'être enfermé ou pour s'énergiser un petit peu. On peut faire du sport, on peut faire un certain nombre de choses pour rythmer un peu cette journée de télétravail et de pouvoir un peu faire la coupure entre le personnel et le professionnel. Donc, il y a pas mal de questions qui sont classiques. Hein. C'est de ne pas se laisser absorber par la lessive ou les tâches du quotidien parce qu'on est à la maison. Faire comprendre à ses enfants que ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est disponible. Enfin, voilà, des choses classiques. Et il y a pas mal d'expériences acquises aujourd'hui par les travailleurs indépendants. Alors, je vais faire un petit focus sur le monde informatique que je connais bien. Dans le monde informatique aujourd'hui, les consultants indépendants, les développeurs indépendants, sur les petites annonces, ils mettent souvent qu'ils souhaitent télétravailler. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup rentré dans les mœurs dans le monde informatique. Cette envie, ce souhait de travailler à distance. Et je connais même des informaticiens qui s'amusent en fait à déménager régulièrement. Donc, ils vont aller télétravailler depuis le Japon, depuis New York. Donc, ils s'amusent un peu à voyager tout en faisant du télétravail pour leurs clients. Il y a les commerciaux aussi, les consultants, il y a d'autres populations aujourd'hui qui connaissent bien les pratiques du télétravail. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà un petit peu intégré chez pas mal de gens. Alors, Xavier le disait tout à l'heure, il y a un point qui est crucial dans le télétravail, c'est l'accès à Internet. Alors, c'est vrai que la fibre, aujourd'hui, c'est un must-have pour des gens qui télétravaillent beaucoup. C'est-à-dire que quand c'est comme mon cas à temps plein, c'est indispensable d'avoir la fibre. Alors, je vous ai mis ici une photo d'écran d'un outil qui s'appelle speedtest.net, qui permet, vous voyez, d'avoir une notion de son débit. Vous voyez que moi, j'ai la chance d'avoir un débit de 176 mégas, donc ça, c'est les qualités de la fibre Orange aujourd'hui. Et donc, ça permet de télétravailler dans de très bonnes conditions et de se permettre de faire de la visioconférence assez régulièrement. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec la fibre. Par exemple, quand on travaille dans le graphisme, il faut échanger des gros fichiers, des choses comme ça. Mais donc, c'est quand même assez utile pour avoir un bon niveau de confort dans le télétravail. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a une étude du Shift Project, qui est une société, enfin, du moins une association qui travaille sur les problématiques environnementales, qui a montré que 80% de la bande passante est consommée par le streaming. Alors, on a YouTube, Netflix, des choses comme ça. Ça, entre guillemets, ça accapare la bande passante.
Et aujourd'hui, en ce moment, vous avez peut-être suivi que ces gens-là, YouTube, Netflix, ont décidé de réduire leur consommation de bande passante pour ne pas trop accaparer notre Internet dans cette période de confinement. Donc, il vaut mieux ne pas trop laisser les enfants faire du streaming pour pouvoir faire un peu de visioconférence en 2 mots pendant que vous êtes en train de télétravailler, parce que ce streaming, ça accapare donc la bande passante. Alors, il y a des grands classiques sur l'ergonomie aussi qu'il va falloir respecter en télétravail. Alors, moi, je vais insister sur 2 choses. C'est pas mal d'avoir un grand écran à la maison, parce que télétravailler toute la journée sur un petit ordinateur portable, c'est pas terrible pour les yeux et pour le cou. Une autre chose qui est vraiment incontournable, c'est de ne pas être face aux fenêtres ou dos aux fenêtres, parce que ça fait que la lumière de l'écran va vous éblouir. Et donc, il faut bien avoir un écran perpendiculaire à la fenêtre. Bon, je vous laisse lire le reste de la slide. Et puis, ce qui est important, à mon avis, c'est de faire une pause toutes les 45 minutes, de se lever pour pouvoir bouger un petit peu, pour ne pas être complètement statique à la maison. Voilà. Donc ça, c'est des règles qu'on va trouver dans le travail en entreprise, mais qui sont à respecter particulièrement en télétravail, parce qu'on peut avoir tendance à rester très immobile et donc finalement à développer des mal de dos quand on reste seul à la maison et qu'on n'a pas de temps de trajet qui permettent de faire de l'exercice. Voilà, donc ça c'était une petite introduction au télétravail en solitaire, donc un peu les classiques du télétravail. Et maintenant, je vais aborder le télétravail en équipe. Alors, la réflexion qu'on s'est faite avec Xavier et mes collègues, c'est de se dire que aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont aucune expérience du télétravail en équipe, donc qui n'ont fait que du télétravail en solitaire. Donc, c'est déjà bien d'avoir une expérience du télétravail, d'avoir un endroit où télétravailler, d'avoir une fibre optique, etc. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Il y a des gens qui ont une expérience du télétravail à 1 jour par semaine, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, ils télétravaillent de la maison, mais ils font des visios, ils télétravaillent avec leur équipe. Et donc, ils ont déjà cette expérience, en particulier de la visio, du chat, enfin d'autres choses qu'on va évoquer, donc d'un outillage, de pratique, de bonnes pratiques, d'échange, même si on n'est pas sur le même lieu. Et puis, il y a des entreprises comme la nôtre qui ont le télétravail dans la culture de l'entreprise, puisque notre entreprise n'a pas de locaux. Et donc, on a intégré un certain nombre de pratiques que je vais évoquer juste après. Alors voilà ce que je dirais être les bonnes pratiques, la culture du télétravail en entreprise. Alors, il y a différentes choses là-dedans. Il y a des choses qui sont un peu inspirées des méthodes agiles. Alors, vous savez, les méthodes agiles, je n'ai pas le temps d'en parler très longuement, mais c'est les pratiques qui visent à faire de l'amélioration continue, à essayer de travailler de manière itérative, d'avancer à petits pas, et surtout d'essayer, quand on a trouvé une bonne pratique, de la mettre de l'intégrer dans les processus de l'entreprise, de la généraliser, et puis progressivement d'aller de plus en plus vers de bonnes pratiques, des choses adaptées. Donc ça, c'est pour dire un mot sur la culture agile. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour bien télétravailler en entreprise? Il y a des choses qui touchent à la sécurité des données, ça je vais y revenir plus longuement. Donc, puisqu'on est chez soi, il y a un risque de perte de données ou de vol de données. Il y a une question de confiance dans les collaborateurs, c'est-à-dire comment bien déléguer les tâches, ne pas surveiller les gens en télétravail. On verra pourquoi. Il y a des sujets autour de la synchronisation. Alors, ce que j'appelle la synchronisation, c'est le fait de faire des réunions à distance. C'est le fait d'avoir des moments de partage. Il y a la demande d'aide. Alors, ce que j'appelle la demande d'aide, c'est le fait de solliciter ses collègues, même s'ils ne sont pas juste à côté de soi dans la même pièce, il faut savoir les solliciter aussi. Il ne faut pas, parce qu'on est à distance, se travailler comme si on était isolé. Et donc, il faut savoir aussi bien interagir avec les gens, bien les solliciter, sans trop les solliciter. Ensuite, il y a des pratiques de management sur lesquelles on viendra, en particulier liées au confinement. Quel est le moral des troupes, entre guillemets, dans cette situation de confinement? Et puis, je m'arrêterai ensuite un petit peu sur la relation client que je veux irréprochable, essayer d'avoir, malgré le fait qu'on est éventuellement en pantoufle chez soi, de travailler de manière tout à fait professionnelle. Alors, la sécurité, c'est un sujet un peu complexe. Alors, j'ai mis un slide un peu long, mais je vais essayer d'être assez clair là-dessus. Alors, il y a d'abord un gros sujet qui est les données. Eh bien, il faut ne pas les perdre. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intégrité, ne pas les endommager. Et puis, il ne faut pas que des tiers les lisent. C'est ce qu'on appelle la confidentialité. Alors, lorsqu'on télétravaille, on peut éventuellement avoir des données qui résident sur l'ordi qu'on a devant soi. Mais ça peut poser des problèmes parce qu'on peut être infecté par un virus ou tout simplement l'ordinateur peut tomber par terre et puis on peut, de cette manière-là, perdre des données. Donc la première chose à faire, c'est de préférer un stockage non pas sur l'ordinateur, mais sur un serveur. Donc il y a des outils, des tas d'outils dans le cloud en particulier, qui permettent de faire ça.
Donc de ne pas avoir les données là sur l'ordi, mais sur un serveur, de sorte que si jamais l'ordinateur crache, on pourra continuer à travailler. Alors on pourra continuer à travailler si on a un deuxième ordinateur à la maison, hein, parce qu'actuellement, avec le confinement, c'est difficile de retourner acheter un ordinateur si on a cassé le sien, à moins qu'Apple ou d'autres fabricants de livres, je n'ai pas vérifié. En tout cas, il vaut mieux stocker sur serveur, et si on ne stocke pas sur serveur, il faut faire des sauvegardes, donc des sauvegardes assez régulières. Vous voyez que j'ai tendance à parler un peu du cloud. Effectivement, le cloud, c'est un espace de stockage qui a un haut niveau d'intégrité, c'est-à-dire que si vous prenez des grandes offres comme celles de Microsoft, de Google ou d'Amazon, eh bien, les données sont stockées automatiquement à 3 endroits différents sur 3 zones géographiques, et donc la perte de données est extrêmement improbable. Ensuite, il y a les échanges de données, parce que comme on télétravaille en équipe, eh bien, on va échanger des données qui vont passer par Internet. Et là-dessus, alors c'est ce que j'appelle les données en transit. Là aussi, il faut assurer leur sécurité. Alors heureusement, il y a un protocole qui s'appelle SSL. Vous savez, c'est le petit cadenas qu'on trouve dans les navigateurs, qu'on trouve illustré là, sur la droite. Hein. Et bien, sur les sites web, il y a maintenant de manière assez généralisée ce petit cadenas, et donc on protège les données lors de leur transit. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez régulièrement utilisé. Il y a même des entreprises qui vont plus loin et qui utilisent des Virtual Private Networks, donc des réseaux privés virtuels, qui permettent d'ajouter encore une couche de sécurité. Alors ça, c'est plutôt les entreprises qui ont une forte culture de la sécurité. Alors je pense par exemple à EDF, à Total, les entreprises qui sont dans l'énergie et qui ont un haut niveau, on va dire, de confidentialité de données, ou bien des services publics. Mais voilà, donc ça, c'est dans certains cas qu'on peut aller encore plus loin dans la protection des données en transit. Alors, il y a un point aussi qui est important, c'est s'authentifier, donc se loguer dans les applications avec un login mot de passe. Alors en particulier dans le cadre de la petite panique qu'on a pu vivre actuellement à cause du confinement, on peut avoir tendance à envoyer les mots de passe par mail à tout un chacun pour pouvoir continuer l'activité malgré le confinement. Je dirais qu'il faut être un peu vigilant là-dessus. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à envoyer vos mots de passe à tous les collaborateurs, ça pourrait être capturé par un tiers, et donc ça pourrait faire en sorte que des personnes mal intentionnées accèdent à vos systèmes. Et vos systèmes, comme vous êtes de chez vous, eh bien, ils sont peut-être un peu plus fragiles, un peu plus faciles à pirater, puisque vous n'êtes pas dans les murs de l'entreprise pour gérer vos serveurs. Justement, Guillaume, là, à ce sujet, j'ai reçu j'étais dans une liste de diffusion de mots de passe d'une entreprise par hasard, et donc j'ai reçu des mots de passe pour accéder au serveur. Donc il faut être très vigilant sur la transmission des mots de passe. Ouais. Oui, merci Xavier. Alors du coup, il y a une contre-mesure qui est assez bien en ce moment, c'est l'authentification que j'appellerais renforcée ou l'authentification forte. Ça consiste à s'authentifier avec un login mot de passe, mais aussi avec un SMS qu'on recevrait comme c'est le cas lorsque vous allez sur votre banque, souvent vous recevez un SMS avant de finaliser une transaction. Ou bien vous avez des applications qui génèrent des mots de passe avec des durées de vie courtes. C'est ce qu'on voit ici en bas à droite. Vous voyez l'application Authenticator. Donc ça, c'est des outils qui permettent de renforcer l'authentification et d'éviter que des tiers se connectent à vos systèmes. Et alors là encore, le cloud est tout à fait intéressant parce qu'il fournit en standard ce genre de solution. Et enfin, lorsque on est en train de travailler à distance, on a un fort besoin, on va dire, de disponibilité, c'est-à-dire que les applications soient tout le temps disponibles, enfin, qu'elles soient toujours... bon, excusez-moi, je ne vais pas employer d'anglicisme. Donc, il faut que les applications soient disponibles. Et donc, lorsque c'est l'informatique interne, c'est du ressort de l'informatique. Mais quand on va dans le cloud, eh bien, c'est assez bien géré, puisque les prestataires du cloud, Google, Amazon et autres, gèrent ça très très bien, parce qu'ils ont des infrastructures gigantesques. Alors, on parle de millions de serveurs, vous voyez, donc on a des grandes garanties sur la capacité des applications à être disponibles tout le temps. Alors, je vais maintenant juste commenter un peu le titre du slide, et ensuite j'irai plus loin. Alors donc, ce que je dis un peu de manière récurrente dans ce slide, c'est que le cloud, finalement, est tout à fait précieux pour offrir un haut niveau de sécurité, mais il y a un problème, c'est que beaucoup de prestataires cloud sont américains. Et pour certaines entreprises, ça pose un problème de stocker ces données chez des prestataires américains, parce qu'il y a une question de confiance dans ces prestataires américains. Alors, il y a un peu un compromis à trouver entre est-ce que je veux avoir des outils de très haut niveau qui marchent très bien, et puis est-ce que je veux éviter de mettre mes données chez un prestataire américain. On verra à la fin de la présentation qu'il y a aussi des solutions françaises qui peuvent se révéler intéressantes. Donc il y a du cloud français aussi, qui n'est peut-être pas aussi avancé que le cloud américain, mais qui existe aussi. Alors, on va sortir du sujet technique qui était la sécurité pour venir maintenant à un sujet, on va dire, beaucoup plus managérial, la confiance.
Alors, je me souviens d'un retour d'expérience que m'avait fait une personne de chez Total qui me disait, eh bien voilà, moi maintenant j'ai le droit de télétravailler. Donc un jour par semaine, je suis à la maison, mais mon manager, il est sur le chat avec moi et tous les 10 minutes, il me parle sur le chat et je me rends bien compte qu'il fait ça pour me surveiller. C'est-à-dire que le manager est là, il chatte pour vérifier que je ne suis pas en train de faire autre chose, en train de faire ma lessive ou en train de bricoler dans mon appartement. Et donc, il y a ce côté un peu. Alors, on dit que c'est français, hein, ce côté, on veut contrôler les gens, on veut les avoir sous le coude. Apparemment, c'est très culturel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu idiot. Lorsqu'on est dans un cadre de télétravail, il vaut mieux faire confiance aux gens. Donc, ce qu'on dit dans les méthodes de management un peu actuelles, c'est qu'il faut autonomiser les gens. Donc, il faut leur donner des objectifs et puis les laisser travailler tout seuls. Donc, pas faire ce qu'on appelle du micromanagement. Le micromanagement, ça consisterait à dire, vous savez, ce matin à 9 h, tu feras ça. Ensuite, quand tu auras fini à 10 h, tu feras ça. Un peu comme on fait avec les enfants. D'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est que si vous considérez vos employés comme des enfants, ils vont se comporter comme des enfants. Si vous les traitez comme des adultes, ils se comporteront en adultes. Donc, la posture du manager est très importante pour faire en sorte que les gens soient autonomisés. Alors, il y a même maintenant des modèles organisationnels qui consistent à répartir les responsabilités. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation hiérarchique où c'est le chef qui décide de tout, mais on va dire qu'un tel est responsable, par exemple, du site web, un tel est responsable, par exemple, des problématiques de facturation. Et donc, on va distribuer les responsabilités et donc faire en sorte que les gens soient responsabilisés sur leur champ d'activité. Alors, il y a une méthode de management qui s'appelle l'holacratie, qui décrit un peu ces principes-là. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler longuement, mais j'ai un ami qui enseigne cette méthode-là. Alors, c'est une société qui s'appelle Happy Work, en fait, qui propose des méthodes d'holacratie. Et donc, ça permet de mettre en place un management où les responsabilités sont distribuées. On n'est plus dans un mode très hiérarchique. Donc, il y a des pratiques d'autonomisation qui sont tout à fait intéressantes à regarder donc, dans le cadre du télétravail. Alors, par contre, notre retour d'expérience, nous, en tant qu'organisation, c'est que ce n'est pas très facile avec les nouveaux. En particulier lorsqu'on accueille des stagiaires. Vous voyez, accueillir un stagiaire et le mettre directement en télétravail, ce n'est pas très facile pour lui de s'intégrer dans l'organisation. Donc, c'est plutôt des choses qui sont faciles à mettre en place en dehors des périodes de confinement. C'est-à-dire que démarrer finalement ces pratiques de management et de répartition des responsabilités lorsqu'on est en confinement, ce n'est pas forcément le moment le plus facile. Mais on peut quand même essayer d'y arriver. Alors ensuite, même si on autonomise les gens, eh bien, il y a cette notion de traçabilité. Alors, ce que j'entends par traçabilité, ce n'est pas forcément contrôler les gens, mais c'est quand même avoir une culture des traces. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on a fait des études, lorsqu'on a pris des options, eh bien, on va essayer de tout confiner dans des mails, dans des outils de chat, dans des outils de wiki, dans des outils de partage documentaire. La culture de l'écrit, c'est très important parce que ça permet de retrouver l'information. Et c'est vrai que quand on n'est pas tout le temps en réunion tous ensemble, l'information peut se perdre. Et donc, la culture de l'écrit, ça permet de diffuser la connaissance et de diffuser les différentes choses qu'on a pu mettre en place. Et donc, c'est une bonne pratique, à mon avis, que de noter, eh bien, on a décidé ça avec un tel, ou bien on a étudié tel problème, on a trouvé telle solution, d'envoyer des mails à l'équipe pour avoir une trace de tout ça. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui intègrent la traçabilité. Alors, j'aime bien donner l'exemple de Wikipédia. Vous savez, Wikipédia, c'est un outil qui permet en fait de mémoriser toutes les modifications qui ont été faites dans les articles. C'est-à-dire que dans Wikipédia, toutes les modifications sont historisées et on peut toujours revenir à une version précédente de l'article. Eh bien, il y a pas mal d'outils informatiques qui permettent ça aujourd'hui, donc d'avoir une traçabilité des modifications par les personnes et puis ensuite de pouvoir rétablir une erreur. Et donc ça permet d'avoir une compréhension assez fine de qui fait quoi, en fait. Et ça ne nécessite pas de contrôler les gens en permanence. Alors, sujet suivant, eh bien, on a un gros sujet lorsqu'on est en télétravail de ce que j'appelle synchronisation, donc de réunion en quelque sorte. Hein. Alors, dans les méthodes agiles, il y a quelque chose qu'on appelle le stand-up meeting. C'est un rituel quotidien où les gens vont se réunir en début de journée pour partager des choses sur qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'aide de la part d'une personne de l'équipe. Alors le stand-up meeting, comme son nom l'indique, ça se tient debout, et ça se tient debout normalement en situation de colocalisation, hein, en étant dans la même pièce.
Mais on peut en faire une version télétravaillée qui est la visio. Donc on verra tout à l'heure qu'on peut avoir un rituel de début de journée par visio qui permet à l'équipe de se synchroniser le matin et puis aussi d'intégrer ce que j'appellerais la discussion de machine à café ou la discussion de comptoir, parce qu'on a besoin un peu de sociabiliser hein, lorsqu'on est en télétravail. On a besoin de se raconter un peu sa vie. Et puis intégrer aussi des trucs et astuces de télétravail, donc des choses qui peuvent aider l'équipe. Donc il y a probablement une réunion à faire le matin, qui est une réunion de partage d'équipe. Ensuite, on va mettre en place, selon les projets, des réunions le mardi à 11 h, le jeudi à 13 h, autour des projets. Et puis, lors de ces réunions-là, on verra qu'on peut utiliser éventuellement la vidéo, ou alors peut-être plus focaliser, lorsque c'est des réunions assez récurrentes, sur du partage d'écran, sur du partage de documents. Donc des choses très terre à terre, très opérationnelles pour avancer dans le cadre de ces réunions. Et puis la dernière chose, c'est que, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'on va demander de l'aide. On va dire à ses collègues, ah bah tiens, je suis bloqué sur tel sujet, est-ce que tu peux m'aider? Et là, on a plein d'outils pour le faire, du chat, de l'email, du téléphone. Et on va pouvoir solliciter une visio, solliciter un partage d'écran pour pouvoir demander à un collègue de nous débloquer sur tel ou tel sujet. Tout ça, évidemment, a pour objectif d'éviter l'isolement. Et alors, bon, pour vous donner un exemple que j'ai rencontré la semaine dernière, dans le collège de mon fils, on a pu constater que les professeurs ne se synchronisaient pas trop. Les élèves avaient trop de travail certains jours. Et donc, on a pu constater que les professeurs n'avaient pas encore bien intégré ces rituels de synchronisation. Probablement que ça va venir dans les jours qui viennent, mais au tout début, ils avaient un petit peu mal intégré ce sujet-là. Ensuite, il y a les classiques, lorsqu'on sollicite des gens, de ne pas en faire trop avec les outils dont on dispose. Hein, c'est vrai, ne pas envoyer les emails en copie à tous les collègues, ne pas envoyer des messages à des listes de diffusion de manière excessive, ne pas abuser des chats de groupe qu'on verra tout à l'heure, ne pas abuser des outils. Donc ça, c'est la personne qui sollicite, qui doit être vigilant en fait, de solliciter les bonnes personnes. Et puis, les personnes sollicitées, elles ont aussi peut-être à essayer de ne pas trop répondre aux sollicitations. Aujourd'hui, en période de confinement, c'est vrai que moi, j'ai des sollicitations sur des tas d'outils, des messageries de type WhatsApp, de type Signal, des mails, etc., etc. Et il y a quand même un enjeu à ne pas répondre à toutes ces sollicitations, à toutes ces notifications. Et peut-être, par exemple, à ne regarder ces emails que 2 fois par jour. Voilà un peu des bonnes pratiques. Alors, un point qui concerne plus les managers, c'est effectivement, en situation de confinement, on n'est pas tous égaux. Certains ont un petit logement, certains ont vue sur une cour, d'autres sur un jardin, certains sont seuls, certains ont des enfants à gérer. Alors moi, par exemple, mes enfants, je leur ai demandé de se recoucher là, ce matin pour être tranquille pendant la conférence. Donc, il y a un sujet autour du moral des troupes. Alors, nous, ce qu'on pratique dans notre organisation, c'est de faire, alors c'est encore un truc qui vient des méthodes agiles, pardon pour l'anglicisme, c'est de faire un check-in. Le check-in, ça consiste à dire, voilà, aujourd'hui, ce matin, je me sens bien, il fait beau, ou alors, non, j'ai mal dormi, je suis un peu préoccupé, ou alors, le fait de rester enfermé, ça me fait des douleurs dans le dos. Enfin, essayer un petit peu de partager un peu ses problèmes, son humeur, de raconter des anecdotes personnelles pour casser un peu cette distance qui est liée au confinement et au télétravail. Donc, essayer quand même de créer un moment de convivialité qui est important pour la santé de l'équipe, en quelque sorte. Alors, certains vont plus loin et proposent aussi d'organiser dans l'équipe des apéros en visio ou alors des concours de vêtements excentriques. C'est un ami qui m'a parlé de ça, pour essayer de créer un peu du lien et un peu de fun dans un moment un peu difficile. Donc, je pense que s'il y a une chose à retenir de ce slide, c'est travailler pour maintenir le travail de son équipe, essayer de passer du temps là-dessus, éventuellement rappeler les gens individuellement pour s'assurer que tout va bien. Et puis, dernière chose, d'un point de vue purement organisationnel, il y a le sujet des projets clients. Vous voyez que là, on a derrière nous des fonds d'écran. Alors, on utilise Zoom avec cette option qui permet d'avoir un arrière-plan virtuel. On peut, tout en étant chez soi, donner l'impression qu'on travaille de manière hyper professionnelle. Alors, sur la photo d'écran, vous voyez, je me suis amusé à me mettre en bleu avec un fond bleu. Il faut avoir une tenue vestimentaire correcte, même si en bas, on est en chaussons, quelque part. Et puis, il y a des outils qui permettent de travailler de manière très pro. Alors, j'y reviendrai juste après, mais vous voyez là, une photo d'écran d'un document partagé où on voit un historique des réunions avec le client, des décisions qui ont été prises avec le client. Et ça, c'est un document qu'on peut éditer soi-même et laisser aussi la possibilité au client
de le consulter ou de l'éditer. Et donc, on va avoir des invitations dans l'agenda avec des liens vers des visioconférences, avec des liens vers des documents partagés qui vont permettre de travailler dans de très bonnes conditions avec un haut niveau de professionnalisme grâce à l'outillage sur lequel je vais maintenant m'attarder. Alors, l'outillage, ça va être le dernier sujet de cette présentation. Alors, les familles d'outils, il y en a quelques-unes. Et un premier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre le temps un petit peu de suivre, de regarder toutes ces familles d'outils et puis de choisir le bon outil. Alors, il va y avoir pas mal de familles d'outils, on va un peu les parcourir. Il va y avoir la visioconférence, il va y avoir des outils de chat, il va y avoir des outils de partage de documents, d'autres choses encore. Et donc, on va être confronté à une multitude d'outils. Alors, vous avez certainement vu des comparatifs, on en trouve dans la presse actuellement, sur les outils de visio. Il y a des gens qui se demandent est-ce qu'il faut faire ma visio avec FaceTime d'Apple, est-ce qu'il faut faire ma visio avec les outils de Google ou avec les outils de Facebook. C'est vrai qu'il y a une pléthore d'outils. Et nous, on pense que c'est bien de prendre un peu le temps de les comparer. Parce que d'abord, on n'a pas tous les mêmes besoins. On peut avoir besoin, par exemple, d'enregistrer les visios ou pas. On peut avoir besoin d'inviter des tas de gens dans la visio ou seulement de faire une visio à 2 ou 3. Donc, il y a plein d'options possibles. Et donc, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on est confronté à un problème de choix d'outils, on fait une grille d'évaluation. Alors, je vous en ai mis une en dessous, là, qui est un peu floutée. Donc, on va dire, par rapport à la visio, par exemple, moi, j'ai besoin d'un outil qui me permette d'y accéder juste avec un navigateur, sans avoir besoin d'installer une application. Ou je voudrais un outil qui me permette de partager mon PowerPoint. Et donc, on va essayer de bien voir quels sont nos besoins à nous en tant qu'équipe. Et puis, on va passer un peu de temps à évaluer les outils. On va passer peut-être 2-3 jours à regarder ça en détail. Et on va se dire aussi qu'il y a plein d'outils gratuits, mais ce n'est pas forcément le critère premier. Il faut être prêt à payer les outils si on a un vrai bénéfice en matière de productivité, de temps de travail, etc. Et donc, c'est des choix qui sont assez structurants, puisque nous, on travaille à temps plein depuis plusieurs années. Alors, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive pendant des années, mais en tout cas, ces outils-là, ils peuvent être assez structurants dans la vie quotidienne de l'entreprise, et je pense qu'il faut passer un peu le temps à les choisir. Et puis, quelque part, une fois que le choix est fait, il faut que tout le monde utilise le même. Ce n'est pas très pertinent que chacun utilise un outil différent pour la visio dans l'entreprise. Donc, on va essayer de se tenir au choix qu'on a fait collectivement. Après, ça n'empêche pas de changer d'outil au bout d'1 an, au bout de 2 ans, mais c'est quand même pertinent de faire un choix, on va dire, éclairé et de s'y tenir. Alors, le premier de ces outils, c'est évidemment la visioconférence. Alors, vous voyez, la visioconférence, ça peut être ça, ça permet de créer de la convivialité, donc les gens sourient, les gens sont un peu partout chez eux. Alors, j'aurais pu même vous sortir des photos d'écran, on voit 40 personnes en visioconférence, j'ai trouvé ça sur Internet. Il y a des entreprises, alors il y a une entreprise que moi j'affectionne beaucoup, dont j'utilise l'outil, qui s'appelle Zapier. C'est des gens qui travaillent en télétravail tous, ils sont des centaines, et depuis la création de l'entreprise, ils travaillent en télétravail. Et donc, ils font des réunions comme ça, ils sont 50 le matin dans la visioconférence. Alors, je pense que la visio, c'est important pour des lancements de projets, pour des réunions du matin, pour des comités de projet avec des clients. Il y a d'autres cas où on peut éventuellement se contenter d'un partage d'écran aussi parce qu'on a envie, par exemple, d'économiser la bande passante. Alors là, je vous donne un exemple. J'ai une amie qui travaille chez Orange et elle m'a dit chez nous, on nous demande de ne pas trop utiliser la visio parce que Orange a pour responsabilité de faire en sorte que Internet soit très disponible, puisqu'ils sont opérateurs télécoms. Et donc, ils ont des recommandations sur le fait de ne pas trop abuser de la bande passante. Donc, on peut, dans certains cas, arbitrer en faveur d'autre chose que la visio. Mais comme je le disais tout à l'heure, le matin, la réunion d'équipe, ça peut être sympa de la faire en visio. Alors, dans une autre présentation, je vous ferai probablement un panorama des outils de visio, mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Ensuite, il y a les outils de discussion, les outils que j'appellerais de chat de groupe. Alors, celui qui est en photo au centre, c'est un outil qui s'appelle Slack, qui est assez populaire dans le monde des startups, dans le monde des entreprises du digital. Vous voyez que le principe, c'est un principe qui est assez ancien finalement, c'est d'avoir des salles de discussion thématiques. Alors, on appelle ça des chat rooms en anglais. Alors, vous voyez là, ici, on a un canal urbanisme, un canal autoconsommation. Donc, il s'agit de projets autour de l'énergie dans le bâtiment. Et donc, les gens peuvent soit discuter avec un collègue, soit discuter avec plusieurs collègues, soit discuter autour d'une thématique. Donc, on peut dire, voilà la chatroom, voilà la salle de discussion, autour de la thématique de l'autoconsommation, de l'énergie solaire. Et donc, ça permet de créer des multiples discussions sur plein de sujets.
Ce qui est précieux dans cet outil-là aussi, c'est que lorsqu'une nouvelle personne arrive dans l'entreprise, si elle se joint au groupe de discussion sur l'énergie solaire, elle va pouvoir disposer de tout l'historique de ce qui a été dit sur le sujet avant qu'elle arrive dans l'entreprise. Donc, c'est des outils qui sont très puissants pour discuter autour de sujets. Alors évidemment, le risque, c'est de passer son temps à discuter et d'être un peu accaparé par ça. Mais c'est quand même des outils, quand ils sont bien maîtrisés qui sont très précieux. Alors, il y en a d'autres. Alors là, je vous ai mis Slack en grande photo. En bas à droite, ici, vous avez Microsoft Teams, qui est très, très connu et très usité en ce moment. Alors ça, c'est l'outil de Microsoft qui a connu un bond de 700% de son utilisation depuis l'épidémie. Microsoft a du mal à assurer la charge, tellement il y a de demandes sur cet outil. C'est un outil qui est très bien aussi, hein, qui permet de faire de la visio et aussi de la discussion d'équipe. Ici, au-dessus, vous avez l'équivalent chez Google, qui s'appelle Google Chat, qui fait à peu près la même chose. Ici, je vous ai mis l'icône de Facebook Messenger, qui permet de faire des choses similaires, ou alors de WhatsApp. Mais les deux outils qui sont en haut, là, c'est des outils du grand public. C'est vrai qu'on peut utiliser des outils grand public hein, pour mener des discussions de groupe, avoir un peu au cas par cas, selon les besoins de son équipe. Donc, il y a des outils du grand public, des outils pour entreprise. Certains sont freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et une version premium qui offre des fonctionnalités additionnelles. Et donc, certains ont un périmètre très, très vaste. Donc, les trois que j'ai cités en premier, Slack, Microsoft Teams ou Google Chat, ont un périmètre assez vaste. On peut faire pas mal de choses. En particulier, par exemple, dans Slack, vous pouvez intégrer à la discussion ce qu'ils appellent des robots. C'est-à-dire qu'il y a une application tierce qui peut faire publier dans le groupe Slack des informations. Par exemple, je sais pas, on pourrait imaginer qu'une application de météo renvoie la météo dans le groupe Slack. C'est un exemple un peu idiot, mais on pourrait imaginer ça. Donc, c'est des outils qui permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses et qui sont assez vastes, en fait, hein, qui nécessitent sans doute un peu de temps pour en comprendre toutes les fonctionnalités. Et encore une fois, on peut aussi les utiliser à petite échelle sans aller dans cette complexité forcément. Le partage de documents. Alors ça, c'est un point qui, moi, personnellement, me paraît assez crucial. Alors j'avoue que moi, j'utilise les outils Google de partage de documents depuis 2008, donc ça fait 12 ans. Et je suis absolument persuadé que c'est génial. Et c'est marrant parce qu'une fois, j'ai fait une présentation en entreprise où j'expliquais un peu tout ça et les gens me disaient « mais je ne vois pas à quoi ça sert ». Alors je vais essayer de vous convaincre. L'idée là, c'est qu'on a un document qui est unique et tout le monde édite le même document. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule version du document. On ne va pas s'envoyer par mail la version 1, la version 2, la version 3 du document. Il y a un seul document qui est centralisé pour tous. Tout le monde peut l'éditer. Toutes les modifications sont historisées et réversibles, comme dans Wikipédia. C'est ce qu'on voit sur la droite, là, vous voyez, historique des versions. On voit que Guillaume a modifié, que Benjamin, que Xavier a modifié ce document. Et donc, on a un document qui est ultra, on va dire, critique, ultra central dans l'activité de l'entreprise. Et donc, ici, c'est un document qui nous sert beaucoup, nous, pour organiser nos événements. Alors, ce document, on peut l'accéder par les collaborateurs, on peut dire qu'il a le droit de le lire ou l'écrire, on peut même donner des accès à des clients. Et puis, ce qui est assez impressionnant, c'est que comme il est sur le cloud, comme il est sur Internet, eh bien, il peut même être accédé par des applications. Et alors, pour vous donner un exemple, dans ce document, si par exemple, on a rajouté un conférencier dans la liste des conférenciers, eh bien, ça peut éventuellement déclencher automatiquement l'envoi d'un email à ce conférencier pour lui dire « vous êtes bien confirmé comme étant conférencier à cette conférence ». Donc, on peut, comme c'est des outils qui sont connectés sur Internet, on peut faire des connexions à des applications tierces. Et donc, ça ouvre un champ des possibilités qui est assez vaste. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais et donc, on peut partager les documents avec l'équipe, avec les clients et même avec des applications tierces. Alors, ce qui est intéressant, alors ça existe donc dans l'écosystème Google, mais aussi dans l'écosystème Microsoft, hein, Microsoft Office 365. Un autre truc qui est très intéressant et qui, à mon avis, est très précieux dans le télétravail, c'est ce que j'appelle la coédition en direct. Alors là, je pense que l'image est assez parlante. Vous voyez, il y a 3 personnes qui sont en train de modifier le même document en même temps. Et donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on est en train de faire une réunion, on est peut-être en visio ensemble, on est peut-être en chat, on est peut-être juste au téléphone. Mais en tout cas, on va éditer le même document ensemble. Et donc, on va construire une réflexion, on va construire une liste de tâches, on va construire un planning projet. Et tout ça, on va le faire ensemble. Et ce qui est vraiment très précieux, c'est qu'à la fin de la réunion, le compte-rendu de réunion est prêt. Il n'y a pas ce côté, maintenant, qui va prendre des notes pour faire le compte-rendu? C'est-à-dire que tout est noté en direct et tout est partagé en direct. Il n'y a pas besoin de créer un compte-rendu et de le relire. On a construit quelque chose en commun.
Et ça, moi, pour l'avoir pratiqué depuis 12 ans, je trouve que c'est très satisfaisant. Bon, alors après, il y a des gens que j'ai eu du mal à convaincre du bénéfice de ça, mais en particulier des gens qui travaillent chez Microsoft, ce qui est amusant parce qu'ils avaient l'habitude de travailler avec Office de manière classique. Mais voilà, donc si vous l'essayez, vous verrez que c'est tout à fait intéressant, en particulier en télétravail. Alors un mot aussi sur la gestion de projet. Eh bien, dans les méthodes agiles, vous voyez, on a souvent cette pratique qui consiste à mettre des post-it sur les murs pour partager un peu les tâches. Eh bien, il existe des outils un peu équivalents en mode web. Alors, l'exemple qui est montré là, c'est celui de Trello, qui est un de ces outils de gestion de projet. On va trouver comme ça des petites cartes qui correspondent à des post-it qu'on peut déplacer pour dire voilà ce qui est en cours, voilà ce qui est terminé. Et donc ça, c'est assez pratique pour mener des projets à distance avec des gens qui sont distribués. Ça pourra faire aussi ça l'objet d'une autre présentation sur la gestion de projet à distance. Alors là, je vais parler un instant de la communication avec les clients. Alors c'est vrai que quand on est coupé de ses clients, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de perdre le lien? Alors vous voyez qu'il y a tout un tas d'outils qui permettent de garder le lien avec ses clients. Alors là, je vous montre des exemples que nous pratiquons nous. Ici en bas à gauche, vous avez un email pour dire à nos clients, bah, voilà, on organise un webinaire. C'est un email qui est envoyé avec un outil de mailing qui s'appelle Sendingblue. Ici, un peu de la même manière, il y a des SMS qui partent pour dire eh bien, on organise une conférence. Et, donc ça aussi, c'est utilisé avec Sendingblue. Et puis, on a même des scénarios. C'est-à-dire qu'on peut dire si une personne est venue à telle conférence et qu'elle est restée jusqu'au bout, alors on va lui envoyer un formulaire de satisfaction, des choses comme ça. Donc, vous l'expérimenterez tout à l'heure. Donc, on peut automatiser aussi des choses. On peut avoir aussi des outils de chat. Alors ici, là, vous voyez, c'est un outil de chatbot qui est sur un de nos sites web qui permet de dire au client, tiens, vous qui êtes sur le site web, vous pouvez rejoindre une conférence qui a lieu en ce moment. Donc ça permet de créer du lien et d'interaction avec le client. Et ici, vous avez un autre outil de chat qui est l'outil Intercom. Cet outil-là, il permet de converser avec ses clients plutôt dans un objectif de support. C'est-à-dire que le client est sur votre site web, il se dit, ah tiens, je ne comprends pas, ça ne marche pas, et il va pouvoir lancer une conversation et vous pourrez lui répondre en direct. Donc, il y a aujourd'hui des tas d'outils qui sont issus du monde digital qui me permettent de créer un lien bon, sans relation classique, je dirais, de face à face, sans se serrer la main ni rien, mais qui permettent de créer un lien qui offre une certaine proximité. Et il me semble que ça peut être tout à fait intéressant d'embrasser ces outils-là dans le cadre du télétravail. J'accélère un peu parce que le temps passe. Alors, on voulait aussi vous dire une chose, c'est que même si on est en situation d'isolement vis-à-vis de ses clients, une chose qui va paraître importante, c'est qu'on peut quand même leur envoyer des factures et se faire payer. Alors, nous, on a mis en place un tas d'outils, vous voyez, qui commencent au CRM, la gestion de la relation client, ensuite la facture, ensuite la signature électronique, l'encaissement. Il y a aujourd'hui des outils modernes et assez faciles à prendre en main qui permettent de facturer, de faire en sorte que le client signe un devis sans qu'il ait besoin de se déplacer ou d'utiliser un stylo. Et puis, on peut solliciter un paiement par carte bleue, par virement SEPA. Alors là, j'ai cité quelques outils. Alors, pour la signature, il y a DocuSign qui est assez connu actuellement. Et je m'arrête un peu sur Stripe. Stripe, c'est un outil américain qui a pas mal le vent en poupe. Et vous le voyez peut-être sur la photo d'écran. En fait, ici, on voit qu'on a émis une facture en quelques clics. Et de cette facture est parti un email auprès du client. Et le client reçoit donc un email qui l'invite à payer par carte bleue ou par virement SEPA. Et donc ensuite, le paiement peut être effectué directement. Et donc, on récupère le paiement au travers de cette plateforme Stripe. Stripe, ça ressemble un petit peu à PayPal. Je ne sais pas si vous connaissez PayPal. Et donc, ça permet de mener très rapidement une facturation et des paiements sans aucun contact, en mode complètement numérique. Donc là, il y a une gamme d'outils qui est tout à fait précieuse pour la comptabilité et le paiement actuel, et en particulier dans une situation de confinement. Donc ça pourra aussi faire l'objet d'un autre webinaire, ces outils qui permettent de gérer l'administration des votes l'administration des ventes en mode numérique. Alors, je voulais conclure sur les grandes offres du marché. Alors, quelques grandes offres du marché, hein, ce n'est pas du tout exhaustif, quelques grandes offres du marché. Donc, j'ai cité un petit peu les offres de Google et de Microsoft lors des précédentes slides. Alors, l'offre de Google s'appelle Google Suite. Et dans Google Suite, vous voyez qu'il y a une pléthore d'outils. Donc, il y a des outils de mail, de calendrier, de chat, des outils de visioconférence, des outils pour créer des sites web, là, Google Sites, des outils pour collaborer à distance sur différents types de documents.
Alors, les slides que je vous présente en ce moment, elles sont faites avec un outil qui s'appelle Google Slides. Et ce qui est amusant, c'est que quand on a fait les slides, moi, à un moment donné, j'étais en train de modifier le texte des slides, donc le contenu. Et pendant cela, Morgane, notre graphiste, modifiait la mise en forme. Et on travaillait en même temps. C'est-à-dire que moi, pendant que je tapais le texte, je voyais l'iconographie, les logos qui changeaient pendant que j'étais en train de taper le texte. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, les outils Google permettent de faire beaucoup de ces choses intéressantes. Et puis, chez Microsoft, il y a des choses tout à fait équivalentes. Alors, Microsoft est plus connu des entreprises aujourd'hui, ça s'appelle Office 365. Et donc, il y a, comme je l'ai un peu évoqué, cet outil qui s'appelle Teams, qui permet de faire des visios ou du chat de groupe. Et puis, il y a aussi des outils, les outils Office, qui permettent d'éditer des documents localement sur son ordi, mais aussi de coéditer des documents à plusieurs. Donc, on va trouver des choses assez équivalentes dans les deux galaxies. Mais alors, on est à nouveau, comme je le disais, dans des outils du cloud qui sont américains. Et donc, pour certaines entreprises, ça peut être jugé un peu délicat d'aller mettre ces informations dans des clouds américains. Et pour ça, il y a une alternative intéressante qui est une société française qui s'appelle Framasoft. Et donc, Framasoft, ils ont, je dirais, un point de vue assez ferme sur les Américains. Ils veulent dégoogliser Internet. C'est leur motto, dégoogliser Internet. Et donc, ils proposent des outils un peu équivalents, mais qui sont hébergés en France par des Français. Alors, il faut reconnaître que Framasoft, ce n'est pas aussi bien fini, pas aussi léché que Google et Microsoft, mais c'est une alternative pour des gens qui ne souhaiteraient pas mettre leurs données chez des Américains. Alors, juste un commentaire sur le prix. Les outils de Google ou de Microsoft existent en version gratuite. Alors, chez Google, ça s'appelle Gmail, ce qui est gratuit, et chez Microsoft, ça s'appelle Outlook.com. Et puis, chez Framasoft, c'est complètement gratuit. Donc, les Américains vous offrent une gamme d'outils gratuits qui deviennent payants. Et puis, Framasoft, par contre, c'est complètement gratuit. Donc, il y a des offres intégrées tout à fait intéressantes pour ceux qui veulent commencer à intégrer les bonnes pratiques, aussi bien les pratiques organisationnelles que les pratiques d'outillage que j'ai commentées précédemment. Alors, dernier slide pour conclure. Finalement, c'est un résumé. Nous pensons que ce qui est important, c'est de mettre en place une culture dans l'entreprise. On l'a vu, savoir déléguer, ne pas fliquer les gens, investir dans la formation des collaborateurs à ces nouveaux outils et des clients aussi. Alors, il faut savoir que nous, on a organisé des webinaires comme celui d'aujourd'hui avec des clients qui prenaient la parole. Et avant cela, on les a formés à cet outil Zoom qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il ne faut pas négliger aussi la problématique de formation aux outils. Ensuite, ces outils, il faut passer du temps à les choisir, à être prêt à payer. Et peut-être aussi voir si on ne peut pas intégrer les outils entre eux. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de vous êtes inscrit à notre conférence et automatiquement, vous allez recevoir un email pour vous demander de remplir un formulaire de satisfaction. Donc, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire dans ce domaine-là. Et puis, un credo qu'on a, nous, c'est que finalement, cette crise, elle va accélérer la transformation digitale. On en parle depuis quelques années déjà, cette fameuse transformation digitale, du fait que de plus en plus l'informatique est omniprésente dans notre vie quotidienne. C'est vrai que là, on prend un coup d'accélérateur. On est obligé de se mettre encore plus à ces outils du numérique. Et peut-être que du coup, quand on sortira de cette crise, on aura un peu plus adopté ces outils numériques qui viennent d'être cités. Voilà, c'est la conclusion de ma présentation. Voilà, merci Guillaume pour cette présentation brillante. Comme à ton habitude, j'espère, chers spectateurs, que vous avez pris plaisir donc, à écouter Guillaume. En tout cas, nous, on est convaincus, effectivement, tu peux arrêter la présentation peut-être, le partage. On est convaincus de la nécessité qu'on a tous, à la fois pour continuer à travailler aujourd'hui et puis pour préparer l'après, parce que c'est vrai que Guillaume, j'en parlais en préalable, on voit ce qui se passe en Chine, le déconfinement, il va pas être brutal, aussi rapide qu'on a été brutalement confiné. Et donc, on pense qu'il faut tout de suite se mettre à ces outils et à ce télétravail en équipe. Et juste, je précise, en équipe, quand c'était le sujet que tu as abordé, c'est l'équipe avec les collaborateurs, mais aussi avec les clients, également avec les fournisseurs. Donc, c'est un peu à 360 degrés. Alors, on va prendre maintenant des questions, Benjamin, Oui, qui ont été posées par le public. On a oui, un il y a petit tout temps plein de pour les questions. questions. Alors, une première question de Thomas. Tous les clouds proposés sur le marché offrent-ils le même niveau de sécurisation? Apparemment, Dropbox aurait une mauvaise réputation. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'offres du cloud et elles ont des niveaux assez variés. Je veux dire,
Par exemple, il y a des gens qui font du cloud qui sont au coin de la rue, là, pas loin de chez moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des petites sociétés françaises qui font du cloud et qui n'ont pas les mêmes niveaux de sécurité que d'autres. Alors, pour vous citer un exemple, à un moment donné, on utilisait un outil où on avait un seul login mot de passe pour tous les gens de notre organisation. Et donc ça, c'était pas terrible en termes de sécurité. Alors que des outils plus avancés vont proposer un login mot de passe par collaborateur avec éventuellement des systèmes d'authentification fortes, comme tu évoquais précédemment. Alors pour revenir sur le cas de Dropbox, oui, je crois que dans Dropbox, il y a eu des piratages. Et dans ces outils de partage de fichiers, alors il y a Dropbox, il y a OneDrive de Microsoft, il y a Google Suite qu'on a évoqué. Il y en a qui ont effectivement des pratiques un peu plus avancées sur la distribution des données pour assurer leur sécurité et sur l'authentification. Ouais. Donc c'est dans finalement le choix d'outils, il y a peut-être ça à regarder aussi. Justement, j'ai d'autres questions sur la sécurité. Une question de Michael. La messagerie Gmail est-elle sécurisée pour les entreprises? Alors la messagerie Gmail, elle existe aussi bien pour le grand public que pour les entreprises. La différence majeure, je dirais que c'est que pour les entreprises, Google s'engage à des niveaux de disponibilité, ce qu'il ne fait pas pour le grand public. Donc, il offre par contrat, puisque les entreprises payent normalement hein, dans le Gmail pour entreprise, il offre par contrat des niveaux de sécurité un peu plus élevés. Voilà. Après, Google met un grand soin sur la sécurité pour éviter qu'on usurpe votre identité parce que ça leur tient très à cœur de maintenir la confiance des gens qui utilisent ces outils. Après, il y a un autre pan plus sombre, on va dire, c'est que Google, d'une certaine manière, gagne sa vie en profilant les gens. Donc, dans le cadre du grand public, Google gagne sa vie en profilant les gens. Donc, on peut se poser la question de est-ce que mes données de messagerie sont utilisées pour me profiler. Mais dans le cas de l'entreprise, il y a un engagement à pas faire un usage abusif de ça. Hein. Il y a des contrats pour ça. Donc, l'outil est un peu le même, mais il n'y a pas les mêmes engagements de Google vis-à-vis des entreprises. Une dernière question sur la sécurité. Comment est-ce qu'on peut partager ces mots de passe en sécurité du coup? Alors, il y a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de ça, de partager des mots de passe. Il y a OnePass. Alors, nous, dans notre organisation, on utilise Dashlane. Dashlane, c'est un outil qui permet effectivement de centraliser les mots de passe et ensuite de les partager au sein de l'équipe. Alors, ça utilise beaucoup de cryptographie, vous voyez, pour faire en sorte que les mots de passe soient tout le temps protégés. Et ça permet même, alors c'est un point que Xavier aime bien évoquer, c'est que je peux partager un mot de passe à un collègue sans que le collègue pourra utiliser le mot de passe pour s'authentifier sur un site, mais il ne pourra pas lire le mot de passe. C'est-à-dire que je peux donc empêcher le fait que le collègue puisse copier-coller le mot de passe. Oui, alors Guillaume, pas forcément parce que cette personne peut être malveillante, mais en le copiant aussi, finalement, ce mot de passe, elle le diffuse autrement, elle va le copier dans un document, et si lui-même est piraté, du coup, on perd la sécurité. Voilà, donc il y a plusieurs outils qui sont intéressants pour ça. Donc j'en ai cité deux, mais il y a LastPass, OnePass, Dashlane en particulier. J'ai une question sur le matériel. Si je dois installer la fibre optique chez moi, donc c'est une question de Michael, est-ce que c'est pris en charge par l'entreprise? Est-ce qu'il y a des soutiens financiers de l'entreprise de ce côté-là? Je laisse Xavier répondre là ou... Ouais. Alors ça c'est aussi une très bonne question. Merci pour les autres questions. Donc nous on a fait un choix qui est le suivant et qui était validé par l'expert comptable. Parce que ça c'est une question qu'il faut que vous voyez aussi avec votre expert comptable. D'ailleurs Guillaume, je crois que ça porte un nom, c'est Bring Your Own Device. C'est BI. MO, effectivement, c'est dire il y a certains outils, il n'y a pas besoin de les avoir en double. Pour nous, en l'occurrence, les téléphones portables, chacun a son téléphone portable. La chaise, je vois cette question, elle pose la chaise, le bureau, chacun se débrouille et c'est l'entreprise qui paye des frais forfaitaires en fonction de l'usage qui est fait. Et d'ailleurs, la fibre optique, chacun a son abonnement en fibre optique. Sur le mobile, chacun a son abonnement mobile et c'est l'entreprise qui prend en charge une partie de cet abonnement en fonction de l'usage qui est fait par l'entreprise. On a quand même une limite qu'on a mis chez nous, c'est que ça nous semblait central pour nous d'avoir des ordinateurs de qualité. Et donc, du coup, l'entreprise ne lésine pas sur les moyens à fournir à chacun des collaborateurs un ordinateur qui va particulièrement bien fonctionner. Voilà ce qu'on peut dire. Mais ça peut être au cas par cas et en fonction des usages que vous pouvez avoir. Merci Xavier.
Une autre question de Bastien. La coédition est-elle réalisable aussi bien avec Google qu'avec Microsoft? Parce qu'apparemment, il aurait souvent perdu des données en étant en lecture seule. C'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi. Alors, chez Google, en fait, ce principe de coédition est natif en fait à l'outil, c'est-à-dire que l'outil a été créé avec ce principe de coédition en 2008. Chez Microsoft, le principe de coédition a été rajouté a posteriori. C'est un peu plus récent en fait, hein. C'est-à-dire que mais maintenant, depuis les logiciels Office, on peut coéditer des documents qui sont sur le cloud Microsoft et ça marche plutôt bien. Alors, je dirais que Google avait un peu d'avance là-dessus, mais ça marche plutôt bien. Et puis, juste pour préciser, Microsoft propose les outils Office classiques, hein, Word, Excel, etc. Mais Microsoft a aussi une version web de ces outils Office. C'est-à-dire qu'on peut faire une espèce de Word dans un navigateur en alternative à Word classique sur l'ordinateur. Merci. Une autre question. Y a-t-il un risque d'utiliser les outils d'un univers unique de type Google ou Microsoft? C'est souvent une facilité, hein, parce que les outils sont bien intégrés entre eux, donc on gagne beaucoup de temps, hein. C'est-à-dire que nous, par exemple, à un moment donné, on utilisait un outil de visio qui était Skype, et puis on a finalement commencé à utiliser celui de Google parce qu'il était mieux intégré dans l'agenda de Google. Donc il y a un gain, on va dire, d'efficacité à utiliser les outils d'un même écosystème. Après, il y a le classique risque d'enfermement, hein. C'est-à-dire que quand on a tout mis chez un seul prestataire, si on veut en sortir, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est un sujet un peu général dans l'informatique, hein. En dehors du cloud, par exemple, vous avez des entreprises qui utilisent un logiciel, alors des grandes entreprises, hein, qui utilisent un logiciel qui s'appelle SAP. Et c'est vrai que ces logiciels-là sont très très bien, mais le jour où on veut en changer, c'est pas une tâche facile, hein. Et quand on a plusieurs outils qui ont les mêmes fonctionnalités, est-ce qu'il faut en choisir un ou est-ce qu'on garde les deux ou trois outils qui font la même tâche? Alors, nous, on a tendance plutôt à utiliser un seul outil pour une fonctionnalité. C'est-à-dire, mettons qu'on peut avoir plusieurs outils qui ont un chevauchement fonctionnel en quelque sorte, mais on va dire dans l'équipe, pour telle fonctionnalité, on va utiliser plutôt tel outil, pour essayer de travailler de la même manière, parce que c'est plus efficace au sein de l'équipe, hein. Alors, je ne sais pas Oui, si mon exemple est... Ouais. on peut prendre par exemple Trello, sur lequel, effectivement, dans Google, on peut gérer des tâches. Et nous, on a pris un outil qui s'appelle Trello pour gérer les tâches. Et effectivement, on gère toutes les tâches dans Trello. Il n'y a aucune tâche qui est gérée dans Google. Parce que c'est sûr que voilà, si on travaille tous de la même manière, il y a un gain en efficacité. J'ai une question de Eric. On me demande un reporting tous les jours pour moi et mes équipes. Quelle solution alternative? Alors, un reporting de l'activité qui a été faite dans la journée, j'imagine. Alors, il y a des tas d'outils. Alors, en français, j'aurais tendance à appeler ça des feuilles de temps, en anglais, des timesheets. Il y a des tas d'outils dans le cloud qui permettent en fait de saisir un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Alors, certains vous proposent, vous voyez, d'avoir une espèce de, comment dirais-je, un outil qui tourne en permanence sur votre ordi, et puis vous cliquez à un moment donné pour dire, tiens, là, j'arrête de faire telle tâche pour tel client, et puis je vais m'occuper de telle autre tâche, par exemple une note de frais. Et donc, à chaque fois que vous cliquez, l'outil démarre un chronomètre, et donc va dire, en fin de journée, eh bien, Guillaume a travaillé tant d'heures sur tel sujet, tant d'heures sur tel sujet. Donc, il y a des outils qui fonctionnent comme ça. Et puis, il y a d'autres outils où vous allez remplir le soir ou en fin de semaine des espèces de rapports en disant, eh bien, aujourd'hui ou cette semaine, j'ai passé 3 heures sur tel sujet. Vous voyez, donc, soit l'outil saisit en direct votre activité, soit vous le reportez en fin de journée ou en fin de semaine. Alors, il y a pléthore d'outils qui font ça. Alors, je n'ai pas en tête tous les... J'avoue que je n'ai pas vraiment en tête tous les noms. Alors, j'avoue que nous, dans notre organisation, on a tout simplement utilisé une feuille de calcul Google pour faire ça, en fait. Et donc, on a, jour par jour dans le mois, on a un système qui nous permet de dire j'ai passé tant d'heures sur tel sujet. Ouais. L'idée, c'est plus d'avoir une vision un peu de temps qui est passé. C'est pas dans un objectif de flicage, hein, du collaborateur. Souvent, si j'entends derrière la question qui est posée aussi, c'est le contrôle qui peut être fait, comme tu décrivais, Guillaume, toutes les 10 minutes par un manager. Donc ça, c'est terrible dans l'entreprise puisque ça distille une perte de confiance. Donc, il y a ce que tu décrivais en premier lieu, une culture d'entreprise à adopter de la part des collaborateurs et aussi des managers. Donc, c'est la part de responsabilité de tous, hein, de faire en sorte que quand on télétravaille, eh ben, on soit responsable dans le cadre de ce télétravail et donc on fasse confiance. Alors, pour aller dans le sens de Xavier, c'est vrai que moi j'aime bien avoir un suivi de mes activités à la semaine, pas
pas pour faire du reporting auprès de mon chef, mais aussi pour pouvoir me dire, bah, ce mois-ci, j'avais l'intention de travailler sur tel sujet, puis je me rends compte qu'au final, j'étais happé par d'autres tâches. Et donc, ça me permet, moi, de faire un peu un bilan sur ma manière de travailler et puis de me dire, bah, le mois prochain, j'essaierai de me faire moins happé par d'autres tâches. J'ai aussi une question qui peut faire pour tous les deux d'ailleurs, hein, si Xavier tu veux répondre aussi. Quels sont vos conseils d'organisation avec les enfants? Et j'ai envie de rajouter aussi, quand on a des tâches à faire dans la journée qui sont personnelles, comment s'organiser et aussi avec ses équipes, comment laisser libre, on va dire, les équipes de faire leur vie. Guillaume, tu veux... ou je peux commencer alors, Vas-y, peut-être. vas-y, ouais. Donc, bon, déjà la culture, quand on télétravaille, c'est une culture d'entreprise, on en parlait, mais c'est aussi une culture familiale. Effectivement, quand moi je télétravaille, eh ben, la famille, nos enfants ont pris l'habitude de ne pas venir me déranger pendant ces périodes de télétravail. Et ça a pris un certain temps, et puis ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Et comme disait Guillaume également, il y a une grande rigueur aussi à s'aménager des pauses, parce que il peut y avoir le risque, celui qui identifie le manager, c'est que le collaborateur ne travaille pas, fasse autre chose, lance ses lessives, mais il peut y avoir aussi le risque, et c'est plutôt celui qu'on rencontre nous d'ailleurs, hein, qui est de dire eh ben, on travaille non-stop, et d'ailleurs particulièrement dans cette période de confinement où on peut pas sortir, on travaille non-stop, on n'arrive pas à s'arrêter. Donc il y a une grande rigueur aussi de la part de chacun, et de s'aménager des pauses, à la fois pour prendre le temps de manger, pour prendre le temps comme tu disais, Guillaume, toutes les heures de faire une pause, et puis le soir d'arrêter de travailler, parce qu'il faut s'ouvrir, s'aérer l'esprit et faire autre chose. Alors, peut-être pour positiver, moi je dirais que le télétravail, ça évite des temps de trajet, donc ça laisse du temps pour autre chose. Donc ça a aussi pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'on arrive à caser des choses dans la journée qu'on n'arrivait pas à caser avant. Et puis, si on est très bien organisé, un truc qui peut être sympa, c'est d'aller chercher ses enfants à 4h30 et de les faire goûter, et puis ensuite de retourner travailler. Ça peut être des choses qu'on peut mettre en place si effectivement on a une certaine rigueur dans le travail. Donc, je voulais vous remercier, chers spectateurs, d'avoir participé à ce webinaire. On va en faire d'autres, et donc c'est pour ça que vos réponses sont importantes pour savoir les sujets qui vous importent. Et on était ravis d'être avec vous.